Bonjour Dany Bois. Alors merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation et neurosciences éducatives. Vous C'est êtes ça. professeur agrégé et fondateur de la fasciathérapie et pleine présence MDB, donc méthode euh, Dany Bois. Vous êtes le précurseur de la philosophie du sensible. À travers vos recherches, vous avez exploré le lien entre perception et cognition. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment le dernier ouvrage Méditation de pleine présence. Et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Et voilà, je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole, peut-être par une question. Je voulais vous inviter parce que je voulais savoir quel était le lien entre la fasciathérapie et la méditation, déjà pour commencer. Mhm. C'est un long parcours, hein. C'est un long parcours et disons que dans mon parcours, je me suis intéressé dans un premier temps euh, au corps physique, à travers l'ostéopathie, la kinésithérapie et puis la fasciathérapie. Et puis je me suis rendu compte que derrière le corps physique, il y avait une personne. Et euh, quand je touchais le corps avec un toucher profond, la personne ressentait des sensations à l'intérieur d'elle qui venaient même quelque part questionner le sens de sa vie, hein. Et je me suis aperçu qu'à ce moment-là, je n'étais pas expert à accompagner une personne dans un processus de quête de sens, quoi, hein. Et c'est à ce moment-là, euh, alors que j'avais créé la fasciathérapie, qu'il y avait des écoles un peu partout dans le monde, que j'ai décidé d'arrêter, de confier cela à mes collaborateurs et de me réinscrire dans le monde universitaire pour acquérir des connaissances dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'accompagnement. Et à ce moment-là, j'ai suivi effectivement un parcours qui m'a amené au doctorat de sciences de l'éducation, option neurosciences éducatives. Et à partir de là, euh, ma vision de la santé a totalement changé et je me suis plutôt intéressé à la personne plutôt qu'à sa pathologie, quoi. Et progressivement, et c'est peut-être dans ce sens-là qu'il y a un lien avec le yoga, hein, progressivement, je me suis intéressé au mouvement et plus précisément au mouvement intériorisé, c'est-à-dire ne pas uniquement faire un mouvement, mais entrer en relation avec le mouvement effectué, et même mieux, entrer en relation avec ce qui était ressenti à travers un mouvement lent, intériorisé, et qui permettait donc d'entrevoir la gestuelle d'une autre manière que celle biomécanique que vous connaissez bien, quoi. Et donc, il n'y a pas disons que le lien entre la fasciathérapie et la méditation se trouvait au niveau euh, de- du, du système énergétique, euh, le mouvement interne, hein. Et ce mouvement interne, la main percevait ce mouvement interne dans la fasciathérapie, hein. Mais là, euh, euh, le mouvement intériorisé euh, tentait de rendre visible le caractère invisible de ce mouvement interne qui existe dans le corps, quoi. Et en ce sens,
la méditation est une grande aide pour permettre aux personnes d'entrer en relation avec ce mouvement interne de façon autonome. Donc, en ce sens, le lien est à peu près à cet endroit-là. D'accord. Donc, ça crée un déclic psychologique alors. Dès que l'on rencontre le mouvement, euh, il y a naturellement une prise de conscience. Et cette prise de conscience va engendrer tout un processus cognitif qui va engendrer des prises de décision. Hein. Si vous voulez, dans mon laboratoire, j'ai dirigé pendant 20 ans un laboratoire de recherche spécialisé dans la perception au niveau universitaire. Et ma question, la vraie question, et je pense que ça doit toucher aussi ceux qui enseignent, ceux et celles qui enseignent le yoga, c'est euh, comment, comment une sensation corporelle peut-elle engendrer une influence sur le plan psychique? Et j'ai donc passé toute ma vie à essayer d'étudier cela, quoi, hein. Comment une simple sensation corporelle peut engendrer tout un processus de transformation de la personne. D'accord. Et, euh, et quelle est la différence entre la pleine conscience? Ben, vous venez un petit peu, c'était une question que j'avais Oui, préparée, mais je pense oui, que vous oui, m'avez oui. répondu. Entre la pleine conscience et la pleine présence, puisque, oui, quelle est la différence entre ces deux états? Moi, je suis de façon naturelle, je n'aime pas relever les différences, mais des points de convergence, quoi. Hein. Euh, mais il y a effectivement des différences, en tout cas des spécificités, hein. Et les spécificités de l'une ou l'autre pratique n'excluent pas les spécificités euh, connues, quoi. Mais grosso modo, la pleine présence est- est un mode relationnel. Euh, c'est, comment dire, comment, comment devenir présent à soi. Euh, et j'allais dire, comment devenir présent à soi pour devenir conscient. Alors que normalement, on pense qu'il faut développer la conscience pour être présent à soi. Or, la pleine présence est une caractéristique relationnelle, c'est une dimension relationnelle, tandis que la pleine conscience, c'est une qualité cognitive, quoi. La pleine conscience perçoit, alors que la pleine présence ressent. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais plutôt utiliser le ressenti comme, comme moyen pour la personne de prendre conscience de ce qui se passe dans son corps. Pourquoi avez-vous créé cette grille d'évaluation comme support? Je pars d'un principe, ça fait 40 ans que je médite, hein, et ça fait à peu près 30 ans que j'enseigne la méditation. Et contrairement à l'idée qu'on s'en fait, et qui est véhiculée dans les journaux, dans les médias, hein, méditer n'est pas aussi simple que cela. Hein. Euh, je pense que la méditation demande des qualités. Il ne suffit pas simplement d'adopter une posture, de fermer les yeux et puis d'attendre avec une attention ouverte ce qui va se passer. Moi, je rencontrais beaucoup de gens qui avaient des difficultés à méditer. Et à partir de là, dans la mesure où je suis très, très, très intéressé par la pédagogie, par la psychopédagogie, j'ai naturellement été très attiré sur ce phénomène quand je voyais des gens qui
manifester des difficultés à méditer, j'essayais de comprendre euh, les difficultés et puis d'accompagner la personne dans un processus de découverte de façon très progressive, quoi. Et donc, une des originalités de la méditation pleine présence, c'est bien sûr de privilégier la perception sur la conscience, c'est-à-dire que je considère qu'il faut percevoir pour devenir conscient, hein, et non pas l'inverse, être conscient pour percevoir. Donc la perception est le primat de la conscience, hein, c'est une théorie phénoménologique, mais plus encore, notre approche est une pédagogie, hein. La pleine présence, c'est une pédagogie adaptée aux difficultés de la personne. Et cette pédagogie, qu'on appelle la pédagogie du step by step, va dans le sens de proposer aux personnes de découvrir des exercices qui vont du plus facile au plus complexe. Et on accompagne donc ce phénomène-là tranquillement pour que la personne puisse ne pas rencontrer de difficultés dans la méditation. C'est pas simple de rester silencieux. C'est pas simple, hein? Pas simple, hein? Et vous avez créé plusieurs Donc, j'ai fait niveaux. une classification autour de ça, hein. J'ai fait une classification qu'on appelle step by step, le by step niveau 1, hein. C'est tout simplement une méditation qui euh, permet aux personnes de réaliser des exercices qui sont faciles à réaliser et qui sont très factuels, hein. C'est-à-dire adopter une posture immobile, euh, euh, fermer les yeux, euh, etc. Ce sont des exercices factuels, hein. Donc, on commence par cela. Et puis, on a un step 2 qui est une pédagogie du rapport. C'est-à-dire que, par exemple, vous restez immobile, mais à ce moment-là, je vais commencer à demander aux personnes d'entrer en relation avec leur immobilité et d'essayer d'observer ce qui est ressenti à l'intérieur de leur corps, et ils doivent être capables de le dire en mots, hein, de l'exprimer. Et puis, il y a le niveau step 3 qui constitue pour nous la signature de la pleine présence, c'est de permettre aux personnes de faire l'expérience du mouvement interne qui est dans le corps et qui anime le corps et qui va même aller bien au-delà du corps pour entrer dans une dynamique qu'on pourrait appeler cosmique, hein, euh, et de ressentir de façon très incarnée cette vie en mouvement dans le corps qui est très, très lent, très incarné et qui apporte euh, une relation de saveur, d'amour, de bien-être, de sérénité, de tranquillité. La relation au mouvement interne constitue pour nous l'originalité de notre méditation, hein. Est-ce à ce moment-là la partie du relâchement intérieur? C'est-à-dire on a une forme de protocole, hein. Euh, il y a le protocole d'éveil sensoriel où on fait 3 séances de toucher manuel ou de fasciathérapie qui permet donc à la personne d'entrer en relation avec son corps, de percevoir les subtilités et les sensations
interne dans son corps. Et donc, ça, c'est une phase éducative, hein, avec un contact direct. Puis ensuite, on passe dans une phase d'éveil, mais du Mhm. mouvement, hein. Et on fait D'accord. 3 séances aussi, où on a des exercices en position assise et en position debout, qui entraînent la personne à percevoir. On travaille beaucoup ce qu'on appelle la, la perception proprioceptive, hein, c'est-à-dire cette perception qui permet de percevoir sa posture, son équilibre, son relâchement physique, etc. Et à travers le mouvement et le geste, hein, eh bien, on va entraîner la personne à percevoir le mouvement interne et à glisser dans le geste extrêmement lent euh, cette partie dynamique du mouvement interne dans son corps, quoi. Donc c'est un révélateur du mouvement interne, mais en même temps, c'est un déclencheur du mouvement interne. Et puis la troisième phase, une fois que les réponses sont positives à toutes les phases, la personne est amenée, cette fois-ci, à méditer, c'est-à-dire à rester en position immobile, en position assise. Et à ce moment-là, nous utilisons un guidage verbal qui est tout à fait très spécifique, puisque ce guidage verbal tend à offrir des connaissances. J'offre des connaissances. Par exemple, si je fais une méditation sur la pensée et que les gens pensent beaucoup, sont pris dans le tourbillon de leurs pensées, eh bien, je vais apporter des connaissances qui, qui va donner du sens à tout cela. Par exemple, je vais lui dire, il est normal de penser, puisqu'il y a 60 000 pensées par jour, hein, et qu'il y a une pensée par seconde. Alors, le problème n'est pas de penser, le problème est de mettre une distance avec cette pensée, de telle sorte que cette pensée ne vienne pas influencer la qualité de la méditation. Et donc, on a deux voies. On a euh, une méditation qui utilise beaucoup l'immobilité euh, et qui va offrir une stabilité, une solidité euh, euh, physique et mentale en même temps, hein. Et on essaie d'éveiller les qualités du cœur à travers le mouvement qui glisse dans la matière, hein. Et le glissement du mouvement dans la matière crée cette saveur, cette douceur, cette, ce bonheur, hein, de méditer. Et puis, il y a des méditations guidées qui sollicitent plutôt les qualités du psychisme, hein, qui visent donc à travailler plutôt la solidité, la tranquillité, la sérénité, hein. C'est pas du tout la même chose entre sentir de l'amour, qui est une qualité du cœur, et sentir de la sérénité, qui est une qualité de l'esprit. Et évidemment, pour avoir la pleine présence, il faut que ces deux euh, qualités, du cœur et de l'esprit euh, s'associent, face à un chiasme, hein. Et au moment où ces deux qualités se rejoignent, la personne se trouve dans une plénitude de pleine présence. Bien. Alors, vous direz que c'est un moyen finalement de rassurer l'élève et de ne pas le brusquer. Oui, il faut. Peut-être utiliser ces Bah, effets. c'est un peu dans le même esprit que vous me racontiez, hein. C'est par exemple dans le mouvement. Dans le mouvement, euh,
quand je vais, dans un premier temps, faire à la personne un mouvement de flexion en position assise, pourquoi pas, hein. Il fléchit le tronc jusqu'à ses genoux, hein. Puis il va remonter en extension pour adopter une posture euh, un peu noble, un peu de... Euh, ça, c'est assez facile à faire. Et on va commencer à... la personne, généralement, le fait en ce qu'on appelle en vitesse usuelle, c'est-à-dire habituelle, hein. Et il se trouve que quand on bouge à vitesse habituelle, la perception de soi est minorée, hein, par rapport à bouger à vitesse lente. Donc, le deuxième exercice, je vais lui proposer de faire le même mouvement, mais lentement, lentement. Alors là, c'est pareil. euh, il faut généralement que le mouvement lent exprime la vitesse du mouvement interne. Mais c'est rarement le cas, hein. Il faut être extrêmement entraîné pour cela, hein. Alors, je vais proposer une vitesse lente, hein, qui est non retenue, hein, qui est fluide, hein, et on va se pencher plus lentement. Et là, je vais leur demander de décrire la différence qu'il y a entre bouger naturellement et bouger lentement. Qu'est-ce qu'ils ont senti de différence? Mais je vais aller plus loin. Je vais déjà aller. Vous voyez, je commence par simple et je vais aller plus loin. Et là, je vais lui demander d'écrire qu'est-ce qui se passe au niveau de son mouvement quand il bouge lentement, hein. Euh, Qu'est-ce qu'il ressent? Et Et vous qui êtes le fondateur de la fasciathérapie, justement, qu'est-ce qui va différencier ce moment-là entre la rapidité du mouvement et la lenteur du mouvement par rapport au ressenti, la fonction même de la chair? hmm, hmm. Mais je vais quand même continuer parce que ça va concerner aussi le yoga, Bah, hein. je vous ai- Quand on, et ça c'est physiologique, ça, hein, c'est pas la méthode d'Annie Bois, c'est physiologique, hein. Quand on fait une extension, cette extension associe nécessairement deux autres mouvements. Ça veut dire que quand je fais une extension, je suis obligé d'avoir un mouvement vers le haut et un mouvement du thorax vers l'avant. C'est essayez de le faire vous-même. Mettez-vous en légère flexion, hein, d'accord? Et je vous demande lentement de vous redresser sans aller vers le haut et sans que votre thorax s'oriente vers l'avant. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Mm. Ce mouvement, il est omniprésent dans le geste, d'accord? De la même façon, quand je demande de faire une flexion, hein, eh bien, j'ai nécessairement l'association d'un mouvement vers le bas et mon dos va aller vers l'arrière. C'est impossible autrement. Il y a une partie de ma colonne vertébrale qui est obligée d'aller vers l'arrière pour que j'aille vers l'avant. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Ces mouvements ne sont pas conscientisés. Quand je travaille avec le yoga, je travaille toujours ça, hein. Je travaille toujours de la même façon. Si je fais une inclinaison, l'inclinaison n'est possible que si j'ai un contre-mouvement qui va du côté opposé, hein. Il est impossible que je fasse une inclinaison sans qu'il y ait un mouvement contraire. Et il se trouve que pour être conscient, eh bien, pour développer la conscience d'une personne, on doit euh, euh, orienter l'attention de la personne vers le mouvement qui n'est pas perçu habituellement par cette personne et qui existe inévitablement. C'est impossible de bouger autrement, hein. Eh bien, quand on associe ça, on fait lentement ces trois mouvements-là en conscience et que je sens ces trois mouvements, un mouvement qui va en arrière par l'extension, un mouvement qui va vers le haut et un mouvement,
et que je fais une pause, eh bien, à ce moment-là, les fascias sont mis en tension et cette mise en tension va libérer tous les tissus qui sont concernés par ce fascia. Est-ce que vous comprenez? D'accord, oui. Si je mets en tension simplement un seul mouvement, les fascias ne sont pas verrouillés et ne vont donc pas se mobiliser à l'intérieur du corps. Et le fasciathérapeute, lui, il peut très bien poser sa main sur le thorax, sur l'épaule et autres, et guider le mouvement de la personne, lentement, parce que quand on bouge lentement, cela va, comment dire, il va y avoir une assistance proprioceptive qui permet à la personne d'être consciente de tout le trajet, durant tout le trajet du mouvement. Alors que si on bouge à vitesse normale, eh bien, cette assistance proprioceptive n'existe pas. Et donc, le fascia, euh, en quelque sorte, globalise le geste. Globalise le geste. Et quand on fait une posture, si je fais cette posture-là associée aux trois autres mouvements, eh bien, le fascia travaille, 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 et on sent soudainement, il y a un tonus qui augmente à l'intérieur de soi, un tonus, on le sent vraiment, et à un moment donné, le tonus disparaît, hein, comment dire, il fond, hein, et à ce moment-là, c'est le signe qu'il faut aller vers une autre proposition de mouvement. Il y a un relâchement qui se Oh crée aussi. là, oui, oui, oui. C'est un relâchement tonique. Mais pour qu'il y ait du tonus, il faut qu'il y ait verrouillage. C'est précisément ce que vous faites aussi en yoga, hein. Vous mettez en verrouillage, hein. Mais euh, ce verrouillage est d'autant plus libérateur qu'il se fait dans la gestuelle naturelle. Dans la gestuelle naturelle, hein. Par exemple, si je veux faire un mouvement, vous faites beaucoup dans le yoga, hein, un mouvement d'extension, puis vous allez vers l'avant. Vous voyez, comme ça, hein. Euh, bon, ben, si je le fais comme ça, naturellement, à vitesse usuelle, hein, ou un peu plus lente, ben, c'est bien, c'est déjà formidable, hein. Mais si je le fais lentement et je fais prendre conscience que mon corps avance et pendant que j'avance, mon dos se creuse, mes deux omoplates se rapprochent, se rapprochent, se rapprochent. Là, toc, je verrouille et à ce moment-là, le fascia va mobiliser un tonus interne et va augmenter, puis fou, se diluer. Et à ce moment-là, eh bien, on repart sur une autre posture. C'est tout le problème de la durée dans le yoga, hein, quand je travaille avec les personnes du yoga, hein. C'est tout le problème, c'est quelle est la durée de la posture? Mhm. Quels sont les critères qui définissent la durée de la posture? Eh bien, cette action tonique à l'intérieur du corps, puis ce relâchement, constitue un indicateur interne supplémentaire pour décider à quel moment on change de posture. Il y a Mm. beaucoup de liens avec le yoga, hein. Oui, oui, tout à fait. Sauf que, par exemple, dans la méthode du Vini Yoga, on va utiliser la respiration pour savoir à quel moment est-ce que l'on Exactement. doit changer de posture, revenir et se C'est ça. relever. Il y a le timing au niveau respiratoire et là, C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un indicateur supplémentaire. Je n'ai pas dit que Mhm. c'était, est-ce que vous comprenez, hein? Oui, oui, bien sûr, évidemment. C'est Oui, un oui. indicateur Mhm. supplémentaire. C'est pas, ça vient pas, ça vient pas. Mais
comment dire, ce que j'arrive pas à savoir, c'est, comment dire, vous voulez savoir des choses sur la fasciathérapie ou sur Pas la sur la méditation? fasciathérapie, mais sur la fascia. Je voulais aussi mettre un mot, un Oui, accent sur sur le la mot fascia, fascia. puisque Hmm. la différence entre une personne qui va pratiquer rapidement une posture, hein, C'est on parle ça, de yoga précisément parce qu'on est dans le milieu, je suis dans le, on est dans le milieu du yoga, bien mais sûr. ça peut être dans toutes les postures. Oui. La différence entre une personne qui va faire une posture rapidement, sans ressenti, j'avais envie de souligner ceci. Pourquoi? Parce que il y a une différence entre une pratique rapide et une pratique lente au niveau du relâchement fascia et au niveau aussi du ressenti Il faut fibrillage savoir, musculaire. c'est que le fascia est omniprésent, hein, dans le corps. Il est partout, hein. Il est partout, hein. Il enveloppe toutes les parties anatomiques, et il va jusqu'à la cellule, hein. Et donc, dès que je bouge un membre, tous les autres membres sont concernés, quoi, hein. Donc, il est partout, hein, de la tête aux pieds, de la périphérie à la profondeur. Tout ça, c'est complètement relié, hein, ce qui fait qu'un impact dans un point va créer un impact dans un autre point, hein. Il y a cette globalité. Mais ça, c'est quelque chose qui existe, disons que dans les années Mhm. 75, je parlais déjà de tout ça. Ce qui est nouveau actuellement dans toutes les recherches qui se font sur le fascia, c'est la dimension sensorielle du fascia. On ne le savait pas. On ne savait pas que le fascia était un organe sensoriel. Même, on peut dire, aujourd'hui, les scientifiques le disent, que le fascia est le plus grand organe sensoriel du corps. C'est-à-dire qu'il y a Oui, plus, il y a plus de réseaux sensoriels dans le fascia que sur la peau, par exemple, hein, ou que sur la langue, hein. Donc, vous voyez, c'est, et cette sensorialité permet donc au fascia, hein, de participer à la prise de conscience du geste, hein. Euh, si vous voulez, euh, on peut dire que quand on sent le corps, on le sent à travers son fascia, hein. Et ce fascia va remonter toutes les informations au niveau du cerveau, hein. Et donc, il y a un lien entre le corps et le cerveau, hein, par ce jeu comment dire, par ce jeu du fascia et de la fonction sensorielle du fascia. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est une dimension. On sait aujourd'hui que l'activité sensorielle du fascia participe à la conscience corporelle de façon plus, 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 extraordinaire. hein. Et donc, si on veut sentir son corps dans sa pratique de yoga, hein, euh, il faut solliciter le fascia dans ses plans de glissement. Et donc, il faut aller jusqu'à étirer la qualité fibro-élastique du fascia, hein. Et on ne peut le faire que lentement, hein. Et plus Voilà. on le fait lentement, hein, Mhm. plus le fascia va s'étirer, va se laisser étirer, hein. Et plus le fascia est étiré, plus le tonus, euh, on pourrait dire le tonus du vivant, hein, c'est-à-dire le principe même du vivant, hein, euh, euh, va être sollicité et va donner lieu à une tension de libération, hein. Et là, le relâchement est global par le jeu des fascias, pas simplement local. C'est pas un muscle qui se décontracte, c'est pas un muscle qui se détend, hein. C'est le muscle, mais dans toutes ses fibres internes, jusqu'à la cellule, tout se détend.
grâce au fascia. Parce que le fascia, il va partout. Il va partout. Et quand je faisais de la fasciathérapie, la main, quand on regarde un fasciathérapeute, la main, elle glisse lentement, 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 lentement. Elle glisse lentement, 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 parce que le le mouvement de vie, hein, le principe même du vivant, hein, pour nous, le principe du vivant s'exprime sous la forme d'un mouvement interne. Hein. Le principe du vivant, hein, de partout. Hein. Et ce mouvement interne est extrêmement lent. Donc, si j'associe la lenteur de la main plus la lenteur du geste, eh bien, je vais gagner en profondeur et toucher l'univers du vivant. Hein. Et pas le vivant limité au corps, le vivant global, cosmique, holistique, tout ça, si vous voulez. D'accord. De cette très belle introduction. Et d'où l'importance, en fait, d'aller étape par étape, pas de meilleure méthode, ça dépend du but recherché. Ouais. Mais C'est une contribution, c'est apporter, ne serait-ce même que dans la pratique du yoga, c'est apporter une dimension supplémentaire qui est en lien avec la physiologie du corps et qui est en lien avec la physiologie du vivant. Et c'est sûr que pour nous, la respiration, on l'utilise vraiment pour calmer l'esprit, on a moins, enfin, on offre moins d'importance à la respiration que le yoga. Hein. C'est parce que le problème et là c'est le scientifique qui vous parle, hein, le problème de la respiration, c'est que quand on pense à la respiration, l'attention est focalisée sur la respiration. Hein. Et il se trouve que l'attention est exclusive. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir plusieurs attentions, porter plusieurs attentions en plusieurs endroits. Enfin, et donc, je suis totalement focalisé sur la respiration, ce qui fait que ce qui peut se donner en sensation dans le corps est mis en sous-teinte parce que je suis focalisé sur la respiration. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui, dans la méditation, contrairement à toutes les autres formes de méditation, je n'utilise pas la respiration tout de suite. Hein. oui. J'attire l'attention sur les gens, sur l'immobilité. Hein. Et de telle sorte qu'on oublie que l'on respire pour être attentionné à tout ce qui va venir se proposer dans le corps. Si je le fais avec la respiration, je ne vais pouvoir sentir que les effets produits par la respiration. Et il se trouve que quand on est très focalisé sur la respiration, on ne perçoit pas le mouvement interne. C'est la raison parce que il est en sous-teinte. Il est, c'est la raison pour laquelle je ne travaille pas la respiration tout de suite pour, Et, pour percevoir le mouvement interne. et dans le yoga, la respiration précède la méditation. Il y a une étape bien spécifique pour la respiration et à elle seule suffit. Euh, Ah non, mais il y a une cohérence dans le yoga. Hein. J'essaie simplement de vous parler de notre cohérence à nous. Hein. oui, La oui, bien sûr. cohérence, Mais oui, la oui, oui. cohérence Non, dans mais le yoga, non, non, bien sûr. d'utiliser la respiration, elle est totalement justifiée, d'insister sur Mhm, mhm. l'expiration, c'est justifié pour relâcher, c'est totalement justifié. J'essaie de vous dire quelle, vous me parliez d'une des spécificités de la pleine présence, de la méditation pleine présence, c'est qu'elle utilise très très peu la respiration, sauf en cas de panique, hein, où là on fait faire la respiration. Hein. Mais dans le yoga, les exercices de respiration sont tellement riches et variés que je ne me permettrai pas d'avoir une opinion sur cela. Hein. Mais ce que je sais, par contre, d'un point de vue scientifique, hein,
c'est que quand on pose son attention sur la respiration, la pensée et l'attention, la conscience n'est pas disponible à une autre forme de sensation qui, qui naîtrait d'une autre forme d'expérience. Voilà, ça je le sais. En fait, j'ai voulu faire cet aparté parce que la respiration, justement, à elle, c'était pas une forme de comparaison, mais c'était surtout pour dire que la respiration, dans le yoga, l'étape même de la respiration se suffit à elle-même, tellement que effectivement, on doit se concentrer sur une seule étape, étape par étape, et non. Et, Mais ça permet aussi la respiration, de focaliser l'attention sur la respiration, justement, de sortir des préoccupations. Hmm. Justement parce que l'attention ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Hmm. Si vous êtes focalisé sur la respiration, eh bien, vous ne pouvez pas être focalisé sur autre chose, et notamment sur les événements extérieurs qui sont perturbants pour votre vie. Donc, c'est aussi un moyen d'atteindre le calme. Et puis, donc, évidemment, la respiration va avoir un effet sur tout le système cardio-respiratoire, va avoir un effet de ralentissement du cœur, va avoir un effet sur le système neurovégétatif. Tout ça, ça existe. C'est pas, il y a des preuves scientifiques, c'est pas, on ne peut pas contredire cela. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de permettre aussi aux personnes d'accéder à un souffle, un autre souffle, prana, un autre souffle que la respiration, qui est le mouvement interne. Voilà. Et c'est ça notre spécificité. C'est permettre à une personne de rencontrer le mouvement interne, de faire l'expérience du mouvement interne. Et une fois qu'on a ce mouvement interne, alors là, après, on va commencer à jouer sur la respiration. Voilà, c'est ça un peu le. Voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à. oui, on a parlé de la méditation pleine présence et la méthode d'Annie Bois. J'étais un peu curieux de savoir quel était le lien entre le fascia et tout ce. Enfin, voilà, ça a été très, très bénéfique. Je vous remercie de m'avoir consacré du temps. Et pour moi, ça a été un privilège de vous avoir rencontré. Et vous m'avez donné cette possibilité de vous poser ces quelques questions. Puis on vous revoit bientôt. Vous allez participer, je l'ai parlé aussi du climax sur le thème du climat intérieur. Et puis vous allez également, au mois de septembre, participer à la masterclass au profit du lycée Edgar Morin. C'est ça. Animer, vous allez animer, et puis oui, voilà, vous allez animer une masterclass. Et cet événement aura lieu en septembre euh, à Bordeaux, c'est bien ça? Et à Bordeaux, oui. Ouais, Et on s'est j'allais justement au climax, là, à Bordeaux, dans les locaux de Darwin. euh, ben, je vais proposer une masterclass parce que ça sert à rien de faire un petit topo. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est de faire l'expérience aux gens, hein, de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et sur un sujet qui me passionne maintenant, parce que je me suis intéressé beaucoup à la santé, beaucoup à la physiologie, beaucoup au système du cerveau, beaucoup sur le fascia. Et aujourd'hui, j'ai 75 ans, et j'aimerais me consacrer davantage sur la paix. Hein. La paix et la paix intérieure en posant le postulat que si on aide les personnes à trouver leur propre paix intérieure, probablement que cela va les aider à transmettre la paix envers autrui et pourquoi pas la paix dans le monde. Hein. Donc, c'est un petit peu la philosophie du colibri, hein, où on apporte chacun sa petite brindille d'eau, sa petite goutte d'eau pour effacer l'incendie. Hein. Donc, ça n'a pas une ambition très grande, mais je quand même. pense qu'il y a une urgence, vraiment, et le yoga y contribue.
Je Mm. pense qu'il y a une urgence à faire expérimenter aux gens quel est le lieu de paix qui existe à l'intérieur de leur corps. Et, et- et ça, j'ai envie de consacrer mon temps à ça, quoi. Voilà. Et vous serez à cet événement plusieurs jours ou juste, enfin, Je juste serai au le moment dimanche. Moi, j'y serai le le dimanche? dimanche. Je ferai une conférence, une interview, et je ferai 2 jours et demi de pratique, essentiellement de pratique, dans un atelier, hein, et qui se fera effectivement au profit du lycée Edgar Morin, qui est un lycée alternatif et qui essaie d'introduire dans son éducation une pédagogie qui, euh, qui fait réfléchir les gens autour de cette dimension humaine, autour de la valeur humaine, hein, autour de cette dimension qui vise à donner plus d'humanité, hein, à cette société qui en manque pas mal, hein. Et en ce sens, on contribue à notre petit niveau tous, hein, à quand on éveille une personne à son corps, à sa sensorialité, à son énergie intérieure, et quand on permet à ces personnes d'entrer en relation de paix avec elles-mêmes, ça contribue beaucoup à offrir un sens à la vie, quoi, hein. J'ai Hélène là qui, euh, qui vous propose éventuellement de suivre un de ces programmes, hein. Et elle se ferait un plaisir de vous inviter à ce point bras, hein. Ça, vous voyez ça avec elle si, si C'est vous le gentil. souhaitez. Ça peut être. Et puis, on peut vous inviter aussi au climax si vous le souhaitez aussi, hein. On C'est pourrait se gentil. rencontrer, hein. On pourrait se rencontrer. Oui, tout à fait. On pourrait se rencontrer Vous à me faites Bordeaux. savoir à Hélène, hein, et puis on fera le maximum.